Bienvenue à ce nouveau rendez-vous des webinaires des éditions du Croquant. Comme la formule organisée par Catherine Sbinden, notre chargée de communication avec le concours de Louis Weber et Virgile Dallar-Mélina, marche plutôt bien, nous continuons dans cette formule qu'il faudra, et quoi qu'il en coûtera, il y aura une crise pandémique, on y sera, avant qu'on se retrouve dans des cafés, des librairies pour discuter des livres. Moi, c'est Arnaud Saint-Martin, donc je suis co-gérant des éditions du Croquant. Je vais animer ce webinaire ce soir. Nous échangerons à partir d'un ouvrage collectif intitulé Mépris de classe, l'exercer, le ressentir, y faire face. C'est un ouvrage qui a été coordonné par Nicolas Renaï et Pierre-Emmanuel Sorignet, tous deux sociologues, respectivement chercheurs à l'INRAE, au laboratoire Césaire à Dijon, et enseignant à l'Université de Lausanne et membre de l'Institut des sciences sociales, l'ACUS Lausanne. Nul doute que la question du mépris de classe et du genre de celle qui intéresse et intrigue, dont nous allons parler ce soir, c'est une notion de sens commun qui est appropriée et vécue de multiples façons, souvent brandie, sans autre forme de procès, de définition précise. Dans les usages politiques très récents qui donnent à réfléchir, à tout le moins si on les inspecte en suspendant le jugement et l'irritation qu'ils peuvent susciter de prime abord, on peut citer, et là je fais juste deux exemples, notamment une sortie de Marlène Schiappa, ministre chargée de la citoyenneté. Selon elle, l'animateur cathodique de Cyril Hanouna, qu'elle verrait bien animer le débat de l'entre-deux tours en 2022, serait la victime d'un mépris de classe, je la cite, et elle estime au contraire que cet employé et ami de Vincent Bolloré aurait une bonne connaissance de la société française qui le placerait de façon optimale comme garant du débat public. Alors, on passera sur la trajectoire sociale de ce fils de la bourgeoisie et l'instrumentation du format « Touche pas à mon poste » en guise de version radicale cheap du grand débat macroniste. Que la ministre use du syntagme est en soi signe de son utilité dans les luttes héristiques qui encombrent l'espace attentionnel dans les médias aujourd'hui. Autre exemple, tout aussi parlant, peut-être qu'on l'évoquera, à intervalles réguliers, Marine Le Pen et ses lieutenants n'ont de cesse de fustiger le mépris de classe qui s'exprimerait dans la bouche des membres de l'establishment politique à travers la disqualification des militants électeurs du FN, RN. L'héritière de Montretout oblitère ainsi son milieu d'appartenance et fait signe en direction des déclassés, des sans-dents raillés par un ancien président, les gens qui ne sont rien, méprisés par son successeur et ancien obligé. Là encore, le recours au schème du mépris de classe est fort utile en ce qu'il clive, typifie, caractérise des sentiments, des ressentiments aussi, et le parti d'extrême droite de capter ainsi toujours plus de suffrages en puissance, non sans cynisme du côté des cadres bourgeois qui jouent de ces stéréotypes pour se démarquer de leurs concurrents jugés déconnectés de la vie quotidienne de leurs concitoyens. Alors on pourrait continuer l'inventaire, mais je laisse cela à nos invités ce soir. Il faut saluer l'immense intérêt de ce travail collectif qui met à distance ces évidences et ces prénotions pour mieux les reconstruire sociologiquement et approfondir les mécanismes, les structures, les représentations du mépris de classe au ras de l'expérience ordinaire. On alterne entre les champs sociaux, les analyses s'articulent et l'on progresse au fur et à mesure de l'ouvrage vers une meilleure compréhension du phénomène que les sciences sociales, comme ils le disent dans l'introduction, n'avaient pas suffisamment envisagé en tant que tel. Là, ils le prennent sérieusement. Alors, j'en dis pas plus et je laisse maintenant Nicolas Renaï et Pierre-Emmanuel Sorignet nous présenter ces recherches dans la première partie de ce webinaire. Donc, vous disposez, comme prévu, de 25 à 30 minutes. Je tiendrai le chrono, enfin, j'essaierai. Après cette première phase de présentation, viendra le temps de la discussion et je me chargerai de faire remonter les questions qui émergeront dans le chat de discussion sur la barrière de droite, plutôt pas les questions, plutôt le chat. Et j'essaierai de faire en sorte que les questions se cumulent et qu'on progresse dans l'analyse tous ensemble et en évitant les doublons. Dernier élément, c'est filmé et donc ce sera disponible pour le revisionnage en replay sur notre chaîne YouTube des éditions du Croquant. Donc, merci encore à Nicolas et Pierre-Emmanuel de présenter ce soir cet ouvrage important et je leur confie maintenant le micro.
Merci Arnaud. Je vais commencer par introduire rapidement et merci à tous ceux qui sont présents. Malheureusement, le système Zoom là ne permet pas de voir les gens. C'est un petit peu troublant parce qu'en fait, on voit trois têtes. Voilà. Donc, l'introduction, c'est autour très rapidement du fait que le mépris de classe, c'est une longue histoire. C'est-à-dire que, alors, on n'a pas fait un travail systématique de recension de l'expression ou de ses variantes. Néanmoins, on a repéré depuis la Révolution, en fait, dans les débats parlementaires, il y a déjà cette occurrence sur le mépris du peuple, le mépris des gens d'en bas, etc. Et il nous semble que, en fait, à partir des années 2000, le retour des classes sociales, comme ça a été appelé en sciences sociales, mais aussi au-delà, a favorisé la réémergence de cette expression, qui est devenue effectivement, comme le rappelait Arnaud, très populaire dans l'espace politique et médiatique, et aussi chez les intellectuels, puisqu'il y a eu il y a eu un très bon texte de Bernard Pudal dans Le Monde Diplo, il y a eu des interventions de Savicki, de Colleval, etc., de beaucoup de collègues, ou Bernard Lahire. Mais à chaque fois, c'est un des points de départ de notre réflexion, c'est le fait qu'on en restait au débat public, à ce qui se passe dans le débat public, et donc, du coup, aux représentations sociales. Et nous, à partir de nos expériences respectives, à Pierre-Emmanuel et moi, dans nos enquêtes de sociologues, ça nous parlait plus que ça, c'est-à-dire que ça renvoyait à quelque chose qui nous semble beaucoup plus ancré dans les pratiques, dans les rapports quotidiens, les rapports sociaux du quotidien. Et donc, c'est pour ça en 2015, on a organisé une journée à Lausanne en invitant un certain nombre de collègues à qui on a posé cette question de l'usage ou pas de la catégorie de mépris de classe dans leur analyse. Est-ce qu'ils le faisaient? En général, non. Et s'ils l'appliquaient à leurs analyses à partir de terrains spécifiques, qu'est-ce que ça donnait? Alors, au-delà du mot mépris de classe, on pourra y revenir dans la discussion si besoin, mais il y a évidemment, au-delà du mépris de classe, d'autres notions qui sont utilisées, comme le racisme de l'intelligence dans un texte très important de Bourdieu, de Pierre Bourdieu, ou le racisme de classe qui avait donné lieu à un numéro collectif de la revue Critique sociale autour de Claude Grignon au début des années 90. Mais simplement, en fait, ce qui nous semble différencier le mépris de classe du racisme de l'intelligence ou du racisme de classe, c'est que ces deux expressions emploient le mot racisme et donc renvoient à des formes d'essentialisation de catégories de population dominées qui sont méprisées, mais parce qu'elles sont englobées, comme on le fait dans les logiques du racisme. Voilà. Et nous, il nous semble que le mépris de classe n'engage pas forcément des formes d'essentialisation. Ça peut le faire, bien sûr, et ça peut être le cas, mais en fait, la catégorie, elle renvoie beaucoup plus à des formes de réflexes sociaux dans les interactions. Et donc, l'idée de départ de ce travail collectif, c'est de sortir d'une seule analyse du débat public des représentations, mais d'observer et d'analyser les pratiques, d'où la spécificité d'entrée qu'on retrouve dans beaucoup de textes qui font l'ouvrage, mais aussi le numéro de Société contemporaine qui est paru juste avant, en janvier, et qui accompagne un peu l'ouvrage collectif. La spécificité, c'est le fort usage de l'ethnographie, des enquêtes directes autour de collectifs de travail ou d'autres formes de collectifs. C'est une manière d'analyser la société au ras des expériences vécues, au ras du sol, pour reprendre la formule de Revel et de la microstoria. Et donc, quand on fait ça, très vite, on s'est rendu compte qu'on rencontrait les émotions de classe, c'est-à-dire le fait que le goût, le dégoût des autres, le fait qu'on soit perturbé par un regard un regard insistant, par un oubli, voilà, c'est toutes des petites choses qui vont mobiliser les affects, les formes d'humiliation, de ressenti, de honte de soi, les affections du corps, le fait de rougir, de ne pas se sentir à ta place, etc., à sa place. Voilà, tout simplement parce que les interactions ne sont jamais neutres socialement et elles nous rattachent à la structure sociale. Voilà. Pierre-Emmanuel va enchaîner sur justement cette question de la structure sociale et de la valeur individuelle. Oui, alors merci pour l'invitation et merci Nicolas pour ce début qui rentre dans le vif du sujet. Je dirais, pour revenir sur cette catégorie analytique, hein, c'est comme ça qu'on la dénommera, qu'on a du mépris de classe.
on a aussi réfléchi sur ces manifestations. Et en fait, c'est assez intéressant dans un monde social assez organisé, hiérarchisé, avec des statuts fixes. Finalement, est-ce qu'on a encore besoin de manifestations de mépris de la part des dominants? Et donc, c'est une réflexion qui pose d'abord la question de l'existence et de la perception de ce mépris de classe. Et donc, c'est à la fois une question centrale pour les sociologues que nous sommes, c'est comment on appréhende ce mépris. Est-ce qu'on l'appréhende dans les discours, dans les observations? Quelles sont les procédures d'enquête du coup que l'on met en place? Quelles sont les méthodes d'enquête que l'on mobilise? Quelles sont aussi les grilles d'analyse que l'on emprunte à tel ou tel auteur pour pouvoir se saisir, par exemple, des manifestations corporelles? Donc voilà, tout un ensemble de questions qui se posent d'entrée de jeu sur les manifestations de ce mépris de classe. Comment se manifeste-t-il et quand est-ce qu'il se manifeste et pourquoi, dans des sociétés capitalistes extrêmement organisées, hiérarchisées, les dominants, d'une certaine façon, on les appellera comme ça de manière un peu ontologique, ont-ils besoin de manifester ce mépris? Donc, ça, on part de cette première question. Derrière, sous-jacente à cette première question, il y a évidemment une théorie de la stratification sociale. J'ai utilisé le terme de dominant. Quand j'utilise le terme de dominant, je n'utilise pas seulement l'idée de hiérarchie, parce que toute situation hiérarchique n'inscrit pas nécessairement une discrimination ou une situation de domination. Et revenir à la question de la stratification sociale pose du coup la dimension de lutte des classes qui se déploie dans les scènes de la vie quotidienne, tant dans l'espace public que dans l'espace privé. Et du coup, la façon dont les agents sociaux, je dirais, subissent ces lutte de classe, c'est quand elle se manifeste de manière violente et brutale, comme dans le cas du mépris, et comment aussi, éventuellement, ils peuvent y résister. Par exemple, dans l'article de Gérard Noiriel, bon, on reviendra sur l'article d'Amélie Beaumont sur les palaces parisiens, où c'est une modalité spécifique de résistance, mais dans dans l'entretien que l'on a fait avec l'historien Gérard Noiriel, qui parle de la situation de sa mère, en fait, une des modalités de résistance des classes populaires, c'est quand ces classes populaires ont une forme de culture assez homogène et assez solide pour rester, entre guillemets, relativement indifférents aux représentations symboliques que leur proposent les dominants, les patrons, les bourgeoises qui emploient les femmes de chambre, etc., etc. Donc, c'est une dimension, il me semble, importante de penser que ces représentations, que c'est au niveau aussi des représentations symboliques que ça se joue, mais malgré tout, rester dans une dimension matérialiste, c'est-à-dire que la femme de chambre qui semble indifférente, au bout du compte, si elle se fait licencier, l'efficacité symbolique et matérielle du mépris se matérialise justement dans ce licenciement. Donc, pourquoi on pense le mépris en termes de verticalité? C'est parce qu'il peut y avoir des formes de résistance, et j'anticipe sur justement la forme de résistance symbolique des classes populaires ou des dominés face aux dominants, mais ces résistances ne se matérialisent pas dans un pouvoir matériel décisif sur la vie de ceux qu'elle désigne. Donc, cette dimension de lutte des classes qui se déploie dans les scènes de la vie quotidienne nous paraît centrale. Deuxième point qui renvoie à cette question de la structure sociale, c'est en sous-bassement la question de la valeur sociale et des formes de dépréciation de la valeur sociale qui nous obligent à penser en termes de ressources et de crédits sociaux dont les uns et les autres peuvent disposer. Et donc, penser le mépris de classe, c'est le penser aussi, finalement, au regard de la question de la valeur sociale des individus et des capacités qu'ils ont
à résister. Et cette valeur sociale, elle recoupe plusieurs propriétés. Ça peut être la classe, le genre, l'appartenance territoriale, l'appartenance migratoire, l'appartenance ethnique, générationnelle. Jamais oublier la dimension générationnelle dans les variables que l'on mobilise. Mais une de ces dimensions uniquement, je dirais, isolée, ne vaut rien par elle-même. Et du coup, et je reviens, ça va être le troisième point, à cette question des rapports sociaux de classe inscrits dans la vie quotidienne et de cette violence des rapports sociaux qui se manifestent et qui se manifestent par corps. Parce que, comme l'a souligné Nicolas, le mépris mobilise le registre des affects et de la honte. Et on en a plusieurs témoignages dans les différents papiers qui ont été proposés. Je pense évidemment au texte de Nicolas Spire où la question de la honte sociale est renvoyée de manière directe dans le regard qu'un chef de service d'un service hospitalier renvoie en ne regardant pas la personne, cette femme aide-soignante, qui pense qu'il s'adresse à elle, alors qu'il s'adresse en fait à la nouvelle venue aide-soignante, qui a un capital corporel marqué par un stéréotype de beauté féminin qui correspond à l'imaginaire de cet homme et qui, en fait, je dirais, traverse le corps de cette aide-soignante qui est là depuis plus de 10 ans et dont tu ne connais pas le prénom et qui a cru à un moment donné que dans le regard qu'elle pensait qu'il lui adressait, eh bien, il y avait une forme de reconnaissance de son existence sociale. Et c'est à la fin d'un entretien que Nicolas Spire recueille ce témoignage de cette femme qui tout d'un coup tombe en larmes, et avec une sorte de rage traduit cette espèce d'humiliation qu'elle vient de subir, qui est une humiliation indissociablement de type machiste et de classe. Et je passe la parole à Nicolas qui va développer cette question justement des émotions de classe à travers son travail. Oui, là, en fait, la question de la valeur sociale sur laquelle vient de revenir Pierre-Emmanuel, elle est vraiment centrale. Et en fait, on s'est rendu compte avec les chapitres des différents collègues quand on travaille ensemble, mais aussi dans nos chapitres propres, que évidemment, les dominés, pour le dire de manière générique, ne sont pas tout nus, ne sont pas désarmés face aux logiques de mépris de classe qu'ils peuvent subir. Alors évidemment, on pense d'emblée au monde du travail. La majorité des chapitres de l'ouvrage sont consacrés à différents univers de travail et au syndicalisme. Le syndicalisme, c'est l'affirmation d'une force collective, et donc, de fait, cette force, elle protège. Mais cette force, on la trouve aussi ailleurs, plus fondamentalement, c'est-à-dire peut-être pas fondamentalement, mais plus de manière primaire, pourrait-on dire, dans les formes de quant à soi populaires. Les formes de quant à soi, c'est simplement des manières de réaffirmer sa valeur sociale, sa dignité, ou du moins de la préserver. Ça peut être Alf Lutke qui a développé cette notion. Prenez l'exemple d'un paysan à qui son maître, à la fin du XVIIIe, donnait des ordres et le paysan ne répondait jamais. Et la manière de ne pas répondre à ces ordres qui étaient très directifs, c'est une manière de lui dire que toujours tu m'intéresses, quoi. En gros, et je ferai ce que je voudrais. C'est une forme d'appropriation aussi du monde du travail, des directives qui nous sont données. Et alors, donc dans le chapitre, je développe le cas de Sébastien, qui est une vieille connaissance, puisque nous nous connaissons depuis au moins 25 ans, et un ouvrier pour lequel j'ai beaucoup de respect et d'admiration, notamment pour sa capacité à modifier ses aspirations et ses pratiques sociales, tout en restant ouvrier. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a vécu qu'il a énormément marqué enfant, contexte de désindustrialisation, de crise de la condition ouvrière, d'un décès précoce de son père, d'une prise en charge médicale de sa mère très précoce, le dernier d'une grande fratrie. Bref, mais tout en étant, il se trouve que je l'ai connu enfant, qu'on jouait dans le même club de foot, et à l'époque, ce qui m'impressionnait, moi qui étais un fils de petit bourgeois, qui venait pratiquer un loisir dans le club de foot, lui, c'était un chef de bande. C'était un copain,
un jeune qui avait 2-3 ans de moins que moi, mais qui avait toujours autour de lui sa petite bande et qui affirmait une force collective, personnalisée à travers son propre cas. Et en fait, en racontant l'ensemble de l'histoire, enfin l'ensemble, elle n'est heureusement pas finie, mais la trajectoire de Sébastien, l'idée c'est de comprendre, d'essayer de répondre à une question simple, c'est est-ce que les dominés sont armés différemment pour faire face au mépris de classe? Donc oui, évidemment, ils le sont de manière différente, avec l'exemple des collectifs de travail qui peuvent exister ou pas. On connaît les dégâts de la désyndicalisation, etc. Mais aussi, dans les trajectoires personnelles, il y a des moments où, parce qu'on va bouger dans ses aspirations, bouger dans ses manières de penser le monde social et de penser son rapport aux autres, on va se fragiliser. Et c'est ce qui arrive à Sébastien, qui, après une aventure de 2 ans avec une kinésithérapeute, se fait mettre dehors Manu Militari, enfin, pas Manu Militari, mais d'un SMS lapidaire, casse-toi, toi et ta famille de cassos. Et donc, c'est sa valeur sociale en tant que telle qui est remise en cause, lui en tant que personne, mais aussi celle de ses enfants, puisque ses enfants, toi et ta famille de cassos, c'était l'ensemble qui était mis en cause. Et il est brutalement rappelé à sa condition subalterne, d'où le désarroi terrible qu'il éprouve à ce moment-là et le long chemin qu'il a fait pour arriver à se réassurer socialement en changeant, en puisant dans son quota soi populaire, mais en arrivant à le nourrir de ce qu'il avait vécu aussi par ailleurs, avec cette kinésithérapeute, avec le travail au noir qu'il avait pu faire dans le bâtiment chez des touristes, des résidents secondaires français ou étrangers qui l'ont ouvert, avec bien sûr, avec moi en tant qu'ami sociologue, avec mon couple, etc., en puisant un peu dans un ensemble de ressources qui lui ont fait retrouver une forme de stabilité après un passage un peu difficile. Voilà, alors pour finir, ces formes de résistance, juste un mot sur le papier. Alors, il y a différents cas, je l'ai dit dans l'ouvrage, qui sont développés. Il y a Romain Pudal sur les pompiers volontaires, Hugo Brett sur les éboueurs, Amélie Beaumont sur les employés des hôtels de luxe, Pierre-Emmanuel l'a déjà évoqué. Il y a aussi Philippe Longchamp sur les infirmières scolaires. Ce qui est intéressant dans le texte d'Amélie, notamment, c'est qu'elle montre comment il y a des usages routinisés du collectif des employés des hôtels de luxe pour faire face au potentiel mépris des dominants. Et en fait, le mépris des dominants, c'est pas le même. C'est-à-dire que la grande bourgeoisie et l'aristocratie, les usagers usuels des hôtels de luxe, il y a tout un codage de la relation au dominé qui fait que le dominé n'a pas à se sentir méprisé. Des problèmes peuvent arriver quand ce sont des nouveaux riches qui arrivent, qui n'ont pas ces codes sociaux. Et une des manières de faire face que met en avant Amélie, ça va être d'apprendre de manière très subtile à ces nouveaux riches comment leur parler et comment s'adresser à des gens qui sont là pour les servir, mais à le faire avec respect. Pierre-Emmanuel, tu enchaînes? Oui, tout à fait. Alors, le monde du travail est un monde particulièrement intéressant à étudier et à enquêter parce que au quotidien, il stabilise des formes, je dirais, de domination routinisée qui parfois explosent, comme je vous l'ai cité dans l'exemple de Nicolas Spire ou dans le cas d'Amélie Beaumont, et rendre compte de ces inégalités structurelles de position qui se traduisent dans la capacité à dévaluer de manière radicale et rapide la valeur sociale de celui qui subit ce mépris. Alors, je vais donner un autre exemple pour prolonger cela, c'est que du coup, ça suppose quoi? Ça suppose qu'à la fois, nous, en termes de méthode, on s'intéresse à la question, et on reviendra un peu plus tard, on s'intéresse à la question de la réception, c'est-à-dire de ceux qui disent subir ce mépris ou que l'on observe vivre une humiliation, dans certains cas où l'enquête est possible, et ça posera donc la question aussi
de l'entrée sur le terrain, quel dispositif d'enquête peut-on avoir? Et aujourd'hui, par exemple, sur le monde de l'entreprise ou le monde du travail plus généralement, des enquêtes au long cours qui permettent de gagner la confiance, d'observer de près, etc., qui peut le faire? Est-ce que les sociologues peuvent le faire encore aujourd'hui, compte tenu des demandes académiques et des formes d'investissement dans les carrières qui sont indissociablement aussi des formes d'investissement dans les méthodes, l'ethnographie ayant un coût beaucoup plus important et étant moins rentable dans un travail, je dirais, au long cours. Donc, ça, c'est une parenthèse. Mais l'idée, c'est que, en reprenant Grignon, c'est que les dominants aussi ont la haine. Si on s'intéresse à la réception, on doit s'intéresser aussi à la production et aussi aux formes de malentendus. C'est parfois des malentendus dans la réception, et donc il faut arriver à saisir les modalités de ce mépris et les sources de la production de ce mépris. Et quand on dit les dominants ont la haine, ils ont parfois une haine de classe qui s'ignore elle-même, d'une certaine façon, et qui doit être apportée, comme le souligne Nicolas en citant Amélie Beaumont, aux propriétés sociales de ceux qui expriment le mépris. Par exemple, chez Amélie Beaumont, je reprends cet exemple, c'est ces propriétés un peu, je dirais, de nouveaux riches de ses clients qui expriment du mépris radical, mais qu'il est possible de contourner. Mais par exemple, dans l'article d'Éric Darras, chez les journalistes qui interviewent et méprisent ouvertement Philippe Poutou, eh bien, ce ne sont pas n'importe quel journaliste qui manifeste du mépris à son égard. Ce sont des journalistes qui sont en mobilité sociale ascendante et sont fascinés par les grands noms de la politique. Ce ne sont pas des héritiers, des gens installés, ce sont souvent des gens qui ont réussi à gravir les échelons du monde journalistique, à occuper des positions de pouvoir, mais sont encore relativement fragiles. Et lorsqu'ils voient un Philippe Poutou leur parler comme s'ils étaient des passe-plats et considérer les politiques qu'ils admirent comme des vauriens, eh bien, ils se font le relais de ce qu'ils pensent être la voix des classes dominantes de la grande bourgeoisie. Donc, il faut toujours s'intéresser à ces deux dimensions, réception et production. Dernier point avant la conclusion, puisque le temps passe, c'est réfléchir aussi à cette question du mépris de classe et de l'articuler aux différents processus de stigmatisation. J'ai évoqué la question des stigmatisations de genre, c'est-à-dire d'un mépris de classe qui s'articulerait à une forme de machisme, comme dans l'aide-soignante chez Nicolas Spire, mais aussi des formes de racialisation des rapports sociaux qui peuvent être intégrés à ce mépris de classe, mais qui permettent aussi de réfléchir sur le fait qu'il y a des formes racialisées d'assignation à une place dans l'échelle sociale. Ça a été développé en particulier dans l'article de Frédéric Razera, mais qu'il ne faut pas s'arrêter d'une certaine façon à cette logique du stigmate racialisé, et que réintégrer la structure sociale et les rapports sociaux de classe dans l'explication d'une locution, par exemple, raciste, est essentiel pour comprendre les modalités d'expression, par exemple, du racisme, mais qui s'articulent toujours à des contextes, à une histoire locale, à une histoire sociale, à des positions occupées par les uns et par les autres. Et c'est donc dans les articles respectifs de Cyril Nazareth, de Romain Pudal et dans le mien, que l'on trouve justement cette idée qu'une locution raciste n'épuise pas l'interprétation sociologique, et que donc on doit articuler d'une certaine façon une sociologie des inégalités de position et des conflits sociaux à une sociologie qui s'intéresse à la violence brute des discriminations.
hein. Dans l'article que je propose dans l'ouvrage, c'est un cas assez particulier puisque j'évoquais tout à l'heure les modalités d'entrée dans le monde du travail. C'est en tant qu'expert CHSCT, c'est-à-dire conditions de travail, conditions d'hygiène et de sécurité, que j'ai été engagé par une société qui travaille donc sous le couvert des syndicats et qui, du syndicat CGT local de cette entreprise de microconnexion en banlieue parisienne, et qui a été attaqué, ce syndicat, par l'entreprise pour un cas de racisme au travail. Alors, je m'explique. Quand j'arrive dans cette entreprise, dans laquelle je vais rester de longs mois d'enquête, j'ai affaire à une direction, en particulier une direction des ressources humaines, qui me dit, en gros, nous avons, dans les délégués syndicaux de l'atelier, d'un atelier spécifique de microconnexion et un atelier composé essentiellement composé que de femmes, nous avons des cas de racisme envers les jeunes femmes issues des cités environnantes d'origine populaire et d'origine maghrébine. Alors, présenté comme ça, c'est comme ça que la direction des ressources humaines me présente le cas en présence. Et tout l'enjeu du travail sociologique, ça va être à la fois de recueillir les discours des unes et des autres, et puis de comprendre que ce qui se joue, ce n'est pas seulement du racisme, c'est-à-dire qu'en effet, les syndicalistes CGT en place traitent de bougnoul, ont certaines jeunes qui viennent d'arriver en CDD, qui sont intérimaires, mais elles le font parce que ces jeunes, pour certaines, c'est après le 11 septembre, ont passé des tracts de manière assez provocante en appelant à saluer les attentats du 11 septembre et en glorifiant le nom de Ben Laden. Donc il y a une espèce de clivage qui apparaît extrêmement, d'une certaine façon, racialisé, et avec la géopolitique derrière, etc. Mais en fait, ce qui se passe très concrètement, c'est que ces jeunes-là, elles ont été recrutées en intérim et la direction leur a fait miroiter un emploi fixe en CDI si elles acceptent de prendre en compte les nouvelles normes de production, d'augmenter leur productivité et d'accepter ce qu'on appelle à l'époque les formes de transversalité sur les postes de travail. Donc c'est un cas assez classique, à la fois générationnel, de positionnement social entre fractions de classes, des classes populaires, sachant évidemment que chez ces femmes déléguées CGT, eh bien, il y en a certaines qui sont d'origine maghrébine et d'origine polonaise, d'origine italienne, etc., donc issues aussi des vagues d'immigration, mais plus âgées, et qu'elles ont réussi à consolider des positions et un savoir-faire sur les postes de travail qui est remis en cause directement par ces jeunes femmes. Et il y a un conflit d'abord qui démarre sur ces questions de normes de production et de productivité et qui se solde après que des jeunes femmes aient protesté auprès du DRH. Lorsqu'elles descendent du bureau du DRH, elles reviennent avec un conflit racialisé. Et c'est l'idée aussi que pour comprendre l'élocution raciste, il faut aller aussi au cœur des articulations sur lesquelles elles se produisent et des articulations qui se jouent, par exemple, dans les modifications de l'organisation du travail, des modifications des postes de travail, en l'occurrence, et réintégrer, d'une certaine façon, en tout cas réintégrer l'articulation entre sociologie d'une discrimination au travail et sociologie d'une modification de l'organisation du travail globale et sociologie des générations. Donc, ça fait plusieurs axes qui permettent de sortir juste du discours finalement proposé par la direction, qui est celui des rapports sociaux racialisés. Et je terminerai sur ce point en montrant que finalement, dans les classes dominantes, les logiques
de révélation des discriminations, en tout cas de genre, de race, sont davantage rentables que celles des inégalités sociales et des conflits de classe. Hein, évidemment, parce que ça concerne, du coup, la question de la redistribution. Alors, pour terminer, j'embrayerai sur la conclusion. Finalement, vous avez vu ici que les différentes enquêtes qui ont été proposées, elles prennent en compte à la fois la dimension structurelle des rapports sociaux, les situations et la contextualisation des situations. Hein, je pense en particulier aussi là au texte de Cyril Nazareth sur une bagarre dans un club de foot entre jeunes de cité et jeunes de milieu rural qui se solde là encore par une condamnation de la part des instances dirigeantes du foot régional sur le racisme supposé sur justement l'expression d'un habitus de classe populaire déviant de la part des jeunes des quartiers qui sont venus jouer au foot dans le club rural, et où s'est déclenché la bagarre. Je vous renvoie au texte qui est extrêmement intéressant, hein. Mais c'est toujours cette question de l'articulation entre contextualisation et structure qui nous semble centrale, mais aussi l'articulation entre producteurs du racisme, producteurs de la discrimination et du mépris, et producteurs et récepteurs de ce mépris. Je vais passer la parole à Nicolas. Et juste par parenthèse, le texte auquel fait référence de Cyril Nazareth, il est dans le numéro de Société contemporaine, de même que celui d'Elie Guéraud et celui de Raphaël Chalier, qui sont tous les deux aussi très passionnants. Enfin, ceux qui ont la curiosité d'aller plus loin, au-delà du bouquin, vous pouvez aller voir. Et aussi, bien sûr, l'introduction théorique que l'on fait qui accompagne le travail collectif. Et juste pour finir, moi, ce que je voulais dire, c'était que tel qu'on l'a vécu avec Pierre-Emmanuel, c'est une vraie expérience intellectuelle collective qu'on a vécue. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, on s'est posé tous les deux cette question du mépris de classe. Qu'est-ce que ça, voilà. Et puis, on l'a posé à différents collègues. Et il y en a une quinzaine qui ont suivi et qui ont travaillé avec nous jusqu'à ces 2 publications. Et en fait, on a réussi, ce qui, moi, personnellement, me posait beaucoup de soucis, à sociologiser une catégorie d'espaces publics qui sont pas toujours évidentes à contrôler, à maîtriser. Tout ça par un empirisme, par une théorisation ancrée dans l'empirisme. Voilà. Et pour finir, le point qui est central, si on veut faire œuvre de sociologue, c'est évidemment de ne pas soi-même mépriser les dominés, mais pas que les dominés, mépriser l'ensemble du corps social que l'on étudie. Et c'est pas forcément simple, parce qu'il faut un gros travail réflexif, individuel et collectif pour arriver à ça, pour arriver à contrôler son propre moralisme, parce que le sociologue peut très rapidement devenir donneur de leçons. Voilà, je m'arrêterai là et je suis très heureux de découvrir les questions qui vont nous être posées. Ton son. Avec le micro, c'est encore... Mais le micro, Arnaud. Arnaud, le micro. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Non, tu n'as pas mis ton micro, donc, Arnaud. merci beaucoup pour cette présentation. Ah. Je l'ai mis. Okay. Je l'ai mis. Ouais. Oui. Alors, c'est qu'on ne m'entend pas très bien. Donc, merci pour cette restitution très riche Bon, je crois qu'Arnaud a un souci avec... Alors, le temps qu'il se reconnecte, on peut peut-être répondre à la question de Michel Quebel. Sur le chat, on a vu la notion... Voilà Arnaud, mais Arnaud. En locage connu. Ouais, me revoilà. Vas-y, à toi. Désolé, franchement. Donc, oui, j'allais poser une question. Non, merci pour cette restitution. Et en vous écoutant, en lisant l'ouvrage, ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, depuis le début, depuis qu'on fait de la sociologie, on ne voit que ça, du mépris de classe.
On ne le recode pas forcément avec cette catégorie-là, parce que pour toutes les raisons que vous avez évoquées, hein, en pureté, le fait qu'elle circule, ça renvoie enfin, à plein de catégories de sens commun qui lui sont liées. On n'entend pas. Hein. On t'entend pas, Arnaud. C'est compliqué. Ah, alors, bah non, mais non plus. Ouais. Ça, c'est bon. Hein. Vas-y, continue. C'est bon. Ouais, bon, je suis vraiment navré. Je vais poser une question très courte alors à ce moment-là. Hein. Et je vais enlever ma caméra, ça sera mieux. J'arrête la vidéo. Vous n'aurez pas ma tête, tant pis. Et oui, donc on voit des phénomènes qui sont une gamme de phénomènes sociaux, de processus, de mécanismes, voilà, de délégitimation, de disqualification, de discréditation de l'autre qui sont partout présents et qui en même temps n'étaient pas pris en charge par la sociologie telle que vous le dites hein, dans la production. Et ce paradoxe me paraît assez saisissant. Comment vous expliquez que finalement, il aura fallu ce travail, ce sursaut, cette expérience que vous évoquiez tout à l'heure, pour que finalement, cette catégorie soit sociologisée, sociologisable? Peut-être répondre. Oui, on va répondre. Bon, je peux démarrer. Hein. Alors, il me semble que on n'a pas inventé quelque chose de nouveau. Hein. Cette catégorie, on s'en est saisi. Et d'ailleurs, on souligne bien que ce n'est pas un concept, c'est une catégorie assez souple qu'on a finalement mis en parallèle avec celle de respectabilité. Hein, celle de respectabilité qui nous paraissait extrêmement intéressante et d'honorabilité, mais peut-être davantage celle de respectabilité qui nous paraissait extrêmement intéressante dans les travaux de Bervel Skeggs en particulier, qui disait justement sur la question de la classe, c'est que la classe sociale, finalement, elle est tout le temps, l'appartenance de classe, elle est tout le temps présente, elle est rarement explicite et c'est une absence structurante. Hein, et cette idée d'absence structurante, eh bien, voilà, c'est quand elle devient présente d'une certaine façon, quand la violence des situations de mépris fait que se met à jour ce rapport social d'inégalité et de valeurs sociales différenciées. Hein, et du coup, ça pose aussi la question, on l'a souligné, de pourquoi il y a la nécessité de mettre à jour quelque chose qui est normalement routinisé. Hein, je veux dire, les situations de mépris, elles ne sont pas, en tout cas d'expression du mépris, elles sont aussi coûteuses pour ceux qui dominent, d'une certaine façon. C'est-à-dire que ça révèle quelque chose de leur position, mais aussi peut-être, lorsque ça se déroule bien, il n'y a pas besoin de l'exprimer tel quel. Enfin, je veux dire, il y a une espèce d'accord implicite. Hein. Et donc, respectabilité, c'est maintenir, garder la face, pour reprendre des termes goffmaniens, maintenir une espèce de voilà d'impression de collaboration. Hein, et donc, je veux dire, tout le système politique et capitaliste vise à éviter les rapports frontaux de classe. Hein, j'ai travaillé sur la chasse de tête en étant consultant. Les patrons de cette boîte qui me disaient mais il n'y a pas la notion de classe, ça n'existe plus. Parce que du début des années 2000, on est tous un maillon de la chaîne. Hein, et ça, c'est vraiment l'argument qu'on entend régulièrement chez les grands patrons, etc. On est un maillon de la chaîne et chacun a sa position, a sa place, etc. Bon, eh bien, lorsque le mépris se livre, d'une certaine façon, la question des rapports de classe et la perte de respectabilité est brutale et elle apparaît telle qu'elle. Et donc, il faut sociologiser ces événements-là. Ce n'est pas de la violence symbolique. Hein. Voilà, c'est justement là-dessus que je voulais rebondir en lien avec une question sur le mépris de classe du bas vers le haut qu'il y a eu. On ne voit pas l'auteur de la question. En fait, le mépris de classe, ce n'est pas de la violence symbolique. Et pour prendre l'exemple qui est donné des classes de ZEP ou des enfants de cité
vont moquer le style d'être, les habitudes du petit bourgeois ou des enseignants, etc. En fait, pour nous, je pense en fait à la formule extraordinaire de Francine Huel-Dreyfus, qui, racontant ses premières expériences d'enquête avec l'équipe de Bourdieu au CSE, d'enquête sur l'amour de l'art dans les musées, elle raconte qu'elle interviewe un ouvrier dans un musée, et ces questions, elle se les retourne, elle se les reprend en pleine face. Le mec, pour le coup, enfin, elle a le sentiment d'être méprisée, et en fait, elle ne le dit pas comme ça. Elle dit qu'elle reprend en pleine face la violence symbolique comme un boomerang. Et il me semble que c'est une distinction assez importante, c'est-à-dire que le mépris de classe, on ne dit pas qu'il n'existe pas, du bas vers le haut, bien sûr qu'il existe, mais il n'a aucun effet. C'est-à-dire que dans la cour de récréation, en fait, quand ces jeunes se moquent des petits bourgeois ou des enseignants, en fait, ils réaffirment leur place qui leur est assignée. Ils ne veulent pas en bouger en faisant ça. Ils veulent simplement essayer de sauver la face, de préserver leur honneur. Mais ils ne vont pas changer d'un pouce l'ordre des choses. Voilà. Et puis, il y avait la question, effectivement, aussi de Michel sur effectivement, je pense qu'on y a un peu répondu dans nos topos respectifs avec Pierre. C'est-à-dire qu'évidemment, le mépris de classe s'exprime souvent à notre insu. C'est pour ça que quand on est un peu réflexif, on se rend compte de situations où nous-mêmes avons pu, si ce n'est être méprisant de manière volontaire, de manière très involontaire, ne pas prendre en considération la question de quelqu'un quand on fait un topo, voilà, il y a tout un tas, tout simplement parce que cette personne paraît insignifiante à notre regard. Enfin, voilà, il y a tout un tas de petites choses qui font qu'effectivement, on est dans l'ordre de l'inconscient de classe, comme le dit Lahire. Et c'est aussi toute la difficulté méthodologique, parce que analyser le mépris de classe, on est obligé d'analyser ces manifestations senties. Mais on ne peut pas rentrer dans la tête des gens pour savoir ce qu'ils pensent réellement. Parce que de toute façon, en tant que sociologue, on pense que ce qu'ils pensent réellement, c'est dans l'interaction. Il n'y a pas une pensée pure et abstraite, quoi. Elle est toujours dans les interactions sociales. Je rajouterais à ce que tu viens de dire le fait que justement la réflexion, parce qu'on a beaucoup réfléchi à ça au début, sur la possibilité, je dirais, d'un mépris de classe du bas vers le haut. Et finalement, sur la question d'efficacité à la fois symbolique et matérielle, hein, sur la dimension matérialiste, voilà, ce que je citais comme exemple, c'est qu'en gros, les ouvriers peuvent se moquer des patrons. Au final, ils peuvent se faire virer alors qu'ils ne peuvent pas virer le patron. Je veux dire, pour être aussi bête que ça, il y a un endroit où il faut prendre en compte les dimensions matérialistes des rapports sociaux. Et on ne peut pas être que sur des représentations et du symbolique. Donc ça pose aussi la question justement d'articuler les représentations et la structure et je dirais les relations sociales. Et donc c'est dans des interactions, hein, c'est dans des événements, d'une certaine façon, que le mépris de classe se réalise, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des formes de dépréciation ordinaires, routinisées, mais acceptées de part et d'autre. Hein, ce qui est très intéressant, c'est que pour ceux qui le subissent, la situation de mépris, elle apparaît dans les discours, dans les entretiens, et pour ceux qui le produisent, ben c'est variable. C'est variable parce que et c'est pour ça qu'il faut absolument articuler les deux dimensions, celle de la réception et celle de la production, pour ne pas rester uniquement sur une sociologie de la discrimination, d'une certaine façon. Alors, j'ai des scrupules à reprendre le micro parce que ça va se couper, mais je verbalise une question qui me paraît vraiment sur les émotions. C'est quelque chose que vous avez évoqué qui montre à quel point on peut pénétrer très profondément hein, dans l'expérience du mépris de classe. Et tout ça renvoie à des travaux en sociologie du travail, sociologie politique, etc. Et là, vous voulez remobiliser en les socialisant dans le cadre de ces enquêtes sur le mépris de classe. Est-ce que vous pourriez tout simplement nous dire comment on approche ces émotions
comment elle se visualise, comment elle s'exprime, comment aussi elles sont. Voilà, je crois que c'est Nicolas qui parlait de la honte, le rougissement, etc. Enfin, toutes ces formes, ces expressions corporelles, les mépris de classe, comment on les approche, comment on les aborde, qu'est-ce que ça fait aussi à l'analyse sociologique que de les aborder. Voilà, est-ce que vous pourriez en dire un peu plus? C'était une question de Raphaël Chalier. Dans le texte qu'on a produit dans Société contemporaine, on a insisté, enfin, c'est vraiment le prisme de ce texte, c'est d'analyser théoriquement le mépris de classe comme émotion de classe. Et donc, effectivement, on utilise notamment Harley Hochschild en puisant et en systématisant un peu son analyse, en essayant de la tirer de chez les interactionnistes pour l'introduire dans une sociologie des classes sociales. Pour vraiment faire une émotion des classes sociales. Après, sur la manière de la ressentir, de ressentir le mépris de classe, là où c'est très compliqué, c'est qu'on n'a pas, comme ça a été dit, on n'a pas toujours la conscience d'exprimer du mépris. Et par contre, il y a des moments où on exprime de la domination et on ne sait pas si c'est pris comme du mépris ou pas. Et je prendrai simplement l'exemple, j'ai développé un petit peu l'idée du chapitre avec Sébastien. Nos premiers entretiens, à partir du moment où j'ai osé lui imposer le magnétophone, parce que j'ai pas voulu le brusquer, etc., c'était une démarche assez longue, et à partir du moment où je sors le magnétophone, en fait, je me rendais compte de son état de stress par sa manière de prendre des objets tout le temps dans les mains, de taper sur la table comme ça, de prendre un briquet, de fumer clope sur clope, de boire de l'alcool, etc. Et en fait, c'est bien plus tard, 15 ans après, qu'il m'avoue que la situation le stressait énormément. Alors, il me parle de stress, et en fait, c'était parce qu'il était mis en position scolaire, qui lui rappelait un très mauvais souvenir, parce qu'il a un cursus scolaire dramatique, enfin, qu'il a vécu de manière dramatique. Et du coup, ce décryptage, je n'ai pu le faire réellement que 15 ans après ses premières observations, au moment où il est revenu, où là, j'ai compris aussi pourquoi sa femme faisait la gueule, sa femme de l'époque, pardon, faisait la gueule quand je venais, pas par rapport à ma présence, puisqu'elle appréciait ma présence, elle me le disait, mais par le fait qu'on buvait toujours ensemble. On sortait l'apéro et on buvait, et c'était une manière de gérer la distance sociale entre nous. Pierre, sur tes émotions, tu veux compléter? Oui, je vais compléter, ça me semble très important. Alors, c'est assez épineux parce que, du coup, est-ce que ça signifie que parce que celui qui dit qu'il a été méprisé doit être considéré comme véritablement méprisé? Et, en fait, parce qu'on peut se poser cette question sous cet angle moral, d'une certaine façon. C'est pas notre objet. Notre objet, c'est de recueillir son discours et de recueillir ses sensations et l'articulation de ces sensations d'avoir été humilié, méprisé. Si on n'a pas assisté en tant qu'enquêteur, ethnographe à la situation, et puis c'est de comprendre ce qui s'est joué du côté des producteurs. Hein. Mais ça n'invalide pas le fait que le producteur peut parfaitement dire non, je ne pensais pas faire ça comme ça. Mais du coup, c'est pour ça qu'il faut réintroduire la question des rapports sociaux de classe, parce qu'évidemment, les habitudes de classe créent dans certaines situations, dans leur confrontation, des moments d'humiliation pour ceux qui ont moins de ressources, qui sont démunis et qui prennent de plein fouet des choses qui apparaissent absolument anodines pour ceux qui les ont produites. Donc ça, c'est vraiment cette question de l'objectivation de l'articulation de cette dimension structure et interaction. Un autre point, c'est méthodologique, c'est on peut saisir, évidemment, en particulier quand on fait de la sociologie du travail, et il me semble que c'est un point important, parce que parfois, le fait d'être uniquement sur des logiques de sociologie, de discrimination, c'est-à-dire de recueillir le discours uniquement de ceux qui subissent ou disent avoir subi des discriminations, et de le valider comme tel, et d'en faire tout un appareillage théorique fort, eh bien, il me semble que si on fait de la sociologie du travail, on rentre dans la complexité des rapports sociaux au travail. Et si on fait de l'ethnographie du travail, ce qui est
relativement compliqué aujourd'hui, hein, le monde de l'entreprise est compliqué, etc., eh bien, on arrive à articuler ce qui relève des discriminations et ce qui relève articuler discrimination et rapport social. Je donne un exemple qui n'est pas dans le bouquin, qui est davantage dans l'introduction à la société contemporaine, mais qui renvoie à des papiers que j'ai faits sur le monde culturel. Hein. Et c'est très intéressant parce que Gérard Noiriel nous soulignait dans l'entretien que l'on a fait avec lui dans l'ouvrage que le monde de la culture était certainement un des univers sociaux où les manifestations de mépris pour ceux qui n'en étaient pas issus ou donc qui n'avaient pas les propriétés sociales afférentes, c'est-à-dire classe moyenne sud, pour dire vite, eh bien, ils le vivaient de plein fouet. Et donc, moi, en tant qu'ethnographe, danseur, j'ai pu assister à des séquences voilà, où tout d'un coup, un danseur d'origine maghrébine et d'origine populaire, très musclé, très dans la dimension viriliste de l'expression corporelle, était utilisé par un chorégraphe issu des classes sup, qui était ravi d'avoir un danseur d'origine maghrébine, parce que ça le validait dans l'espace des productions chorégraphiques avec cette tonalité racialisée, hein, qui est quelque chose aussi qui, dans nos espaces intellectuels et les espaces artistiques, peut être véritablement valorisé. Eh bien, en fait, sans s'en apercevoir, ce chorégraphe faisait à la fois du racisme assez basique, hein, d'exotisation, et en même temps des formes de représentation stéréotype de ce qu'est la virilité en milieu populaire. Hein. Donc, ça s'articulait à la fois avec cette représentation de l'arabe dangereux, mais qui était aussi issu de ce qu'il savait des origines sociales. Hein. C'était un gars qui était d'origine fils d'ouvrier, qui avait vécu en cité et qui avait été dealer dans sa cité. Mais j'ai vu exactement la même chose dans les années 90 avec un danseur fils de maçon d'origine italienne et qui était systématiquement utilisé par des chorégraphes issus des classes sup pour la dangerosité, et là je cite de mémoire certains chorégraphes, qu'il dégageait sur scène. On a d'autres questions, je crois, Arnaud. On ne t'entend plus. Mais le son. Ah, ça y est. Oui, les questions, enfin, moi, j'ai pas d'autres questions qui s'affichent. J'ai relancé. Enfin, peut-être que vous les voyez, moi, je les vois pas en tout cas. D'accord. Non, j'ai peut-être une question sur ce qu'on appelle l'interculturel. Vos terrains sont surtout français. Pourquoi pas, hein, c'est pas un problème. Est-ce que enfin, même si tu as pointé une situation qui pourrait favoriser ce genre de déplacement, mais Pierre-Emmanuel, est-ce que vous envisagez des prolongements sur des terrains plus lointains où vous auriez d'autres versions de la stratification sociale, d'autres valeurs associées à la domination, à l'expérience de la domination? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête, que vous avez envie de prolonger plus tard? Est-ce que vous êtes en contact avec des chercheurs, tu vois, des sociologues américains ou espagnols, qui eux aussi seraient tentés peut-être explorer cette dimension du mépris de classe sur leur propre terrain? D'ailleurs, est-ce que eux recodent, enfin, dans d'autres sociologies que la sociologie française, est-ce que ces problèmes-là sont codés avec une notion qui serait plus ou moins liée à celle du mépris de classe? Enfin, est-ce que c'est une question que vous vous posez pour les recherches à venir? Nicolas, ton micro. Non, alors on va attendre de voir déjà le succès que va connaître ce bouquin. Non, plus sérieusement, dans le texte théorique de société contemporaine, on utilise beaucoup certains sociologues états-uniens. Philippe Bourgois en particulier. Voilà, notamment, oui. Mais en fait, ta question, Arnaud, me faisait penser à la thèse de Guillaume Vadot, qu'il a soutenu il y a 2 ans sur les plantations sucrières, au Cameroun.
Et en fait, il fait un travail qui, moi, m'a beaucoup appris parce qu'il mobilise énormément toute l'anthropologie, la sociologie, la science politique africaniste, toutes ces sciences sociales que, personnellement, je connais de mal et je maîtrise encore moins. Et ce qui est assez passionnant, c'est qu'il étudie dans les différentes formes, les différentes séquences où il y a des rapports interethniques entre les différents types d'ouvriers et d'ouvrières, parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui travaillent dans les plantations. Ce qui ressort du rapport racial au sens où tous les chefs, les ingénieurs sont des Belges ou des Français ou des Anglais, donc des Blancs, on est en situation postcoloniale, et puis tout ce qui renvoie à des formes d'appartenance à l'usine ou au village. Tout ce qui renvoie et qui en fait vont rejouer toutes les relations interethniques qui se jouent. Voilà, donc c'est une manière de ne pas répondre à ta question, mais de dire qu'effectivement, il y a beaucoup à aller chercher, notamment bien sûr aux États-Unis, mais pas seulement, aussi pour ce que j'en connais, pour ce que j'en ai découvert dans toutes les études africanistes. Je rajouterais que là, j'ai lu récemment un article d'Emmanuel Saada sur le métissage et qui articule parfaitement la question de la classe et la question coloniale. Enfin, voilà. Donc, elle est actuellement à Columbia, aux États-Unis. On a beaucoup utilisé Philippe Bourgois. Après, moi c'est davantage, si je dois prolonger cette réflexion, ça sera davantage sur des terrains plutôt, par exemple, sur le monde de la culture, comment d'une certaine façon, les formes esthétiques contemporaines d'avant-garde racontent en creux aussi des formes d'évaluation de la production dite populaire, des formes aussi de coûts d'entrée extrêmement élevés pour le recrutement social d'enfants issus des classes populaires. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est de devenir aujourd'hui artiste dans le monde du théâtre contemporain, le monde de la danse contemporaine, qui est, je dirais, au devant des revendications des discriminations sur le genre, le transgenre, la race, le décolonial, etc. Et en même temps, qui, sur la question de la classe, fait des inégalités sociales une discrimination. Aujourd'hui, par exemple, ce qui est très intéressant, c'est que dans le champ du spectacle vivant, en particulier du théâtre, les auteurs qui sont surcités et surutilisés par les metteurs en scène contemporains d'avant-garde, ce sont Édouard Louis, ce sont Didier Héribon, qui proposent aussi des formes littéraires héroïsées du transfuge de classe, voilà. Et donc, c'est très intéressant, par exemple, de réfléchir à ça sur les rapports entre la circulation des catégories sociologiques dans les espaces culturels d'avant-garde, et comment ils sont transformés, repris, etc. Et puis, je pense qu'il y a vraiment beaucoup à faire en France, dans le cadre d'une sociologie du travail traditionnelle, qui permet d'éviter, par exemple, de faire des conclusions hâtives sur, par exemple, ça c'est Fabien Jobard et Cyril Moreau de Bellin qui ont beaucoup travaillé sur la police, et qui montrent la complexité du travail de la police et ne s'arrêtent pas seulement à la production de discrimination de la part des policiers. Et je pense que nous, en tant que sociologues, on doit travailler sur ces différentes dimensions et articuler, voilà, et en tout cas enquêter de près. Peut-être si je peux juste finir. Vas-y. J'ai le temps, Arnaud. Oui, c'était simplement pour évoquer un bouquin dont on n'a pas pu rendre compte dans nos publications parce qu'il fallait réduire. C'est aussi une maison d'édition indépendante, donc j'en profite. C'est Anacarsis qui vient de traduire le bouquin, la thèse de Carl Jacobi, Crime contre la nature. Et donc, c'est un historien de l'environnement, alors pas la même tradition puisqu'il est états-unien, mais qui fait beaucoup penser à Thompson, à la guerre des forêts, aux usages de la coutume, etc.
où il montre que voilà, les environnementalistes et la grande bourgeoisie états-unienne, à un moment donné, vont s'allier pour créer des parcs, pour se créer des espaces verts, alors que le foncier est en train de se privatiser et qu'il y a une pression qui est de plus en plus forte, contre tous ceux qui habitent la campagne et la forêt sans avoir de titre, les Indiens, les petits paysans blancs, etc. Il me semble que c'est une œuvre que je considère vraiment importante et qui peut être très utile pour penser aujourd'hui les questions environnementales en sociologue. C'est-à-dire que, je ne sais pas, les questions environnementales sont très larges, mais si certains d'entre vous, parmi vous, fréquentent occasionnellement ou de temps en temps des déchetteries, par exemple, en tant qu'intellectuels, a priori, ils sont plutôt mal à l'aise. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que les déchetteries, c'est un des rares endroits où il y a une tonalité populaire à laquelle ceux qui sont les dominants dans le travail ou dans des rapports sociaux résidentiels ou familiaux doivent se plier. Voilà, c'est juste pour dire que ce bouquin de Jacobi est vraiment très stimulant pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui en France autour de la montée des préoccupations environnementales et voilà, pour arriver à distinguer à mieux comprendre ce qui se joue et ne pas stigmatiser d'emblée, comme le faisaient les premiers environnementalistes états-uniens, le peuple comme étant celui qui fait des crimes contre la nature. Ce bouquin, moi, il est en haut de ma pile. Hein. Je l'ai prévu aussi en termes de lecture. Et ouais, j'ai peut-être une dernière question, sans éventer le contenu de la postface de Gérard Mauger. À la toute fin de sa postface, il évoque les vertus éventuellement thérapeutiques de ce regard porté sur le mépris de classe, cette espèce de lucidité réflexive que ça instruit. Est-ce que c'est quelque chose qui parcourt aussi votre analyse, cette idée que mieux connaître ces mécanismes, ces processus qui sont très complexes, qui procèdent à tous les étages de la structure sociale, est-ce que ça instruit aussi une forme de lucidité et donc peut-être aussi de libération, d'émancipation par rapport à ces mécanismes d'aliénation de tous les agents qui peuplent le monde social? Est-ce que c'est quelque chose qui traverse votre analyse? Est-ce que c'était un sujet de discussion, d'ailleurs, lorsque vous évoquiez les résultats de telle ou telle enquête? Est-ce que c'est une motivation aussi d'instruire cet effort réflexif? Quel est le rapport avec cette sociologie donc, du mépris de classe? Je laisse démarrer, Nicolas, puis je répondrai. Sur la réflexivité, c'est le métier de sociologue, quoi. C'est-à-dire qu'on étudie des faits sociaux, donc il faut s'affranchir des présupposés qu'on entend jour et nuit dans le monde social, mais qu'on a nous-mêmes en tant qu'agents sociaux. Donc pour moi, c'est la base du travail de sociologue, en fait. On ne peut pas faire de sociologie si on n'est pas réflexif, si on ne sait pas, même en termes d'objets, quoi. Aucun objet n'est neutre. Tous les objets qu'on choisit ont une importance et le but, c'est pas de déballer son histoire ou de se flageller, etc. C'est juste être conscient, soit faire ce travail pour soi, pour comprendre les choses que l'on a à maîtriser pour analyser l'objet qu'on a choisi. Évidemment, on peut évidemment aller beaucoup plus loin. Je pense au travail de Rosemarie Lagrave, qui a fait un vrai travail d'auto-analyse dans l'ouvrage Se ressaisir. Il me semble que rien que le titre, il est magnifique. C'est-à-dire qu'en tant qu'intellectuel, on n'a de cesse de devoir se ressaisir. Alors, elle raconte sa trajectoire à elle, qui embrasse l'histoire d'une génération, l'histoire de féministes, l'histoire d'intellectuels, l'histoire de la sociologie rurale, etc. Mais il y a toujours cette nécessité d'avoir à se ressaisir pour soi-même et pour les travaux qu'on produit. Je rebondirai parce que ce que j'ai compris de ta question, Arnaud, c'est que ça concerne aussi les enquêtés, c'est-à-dire de leur donner à voir la question de la réception. Moi, sur la question de la prise de conscience des inégalités de position et des parcours sociaux, il y a quelque chose d'assez... il y a deux dimensions. Il y a la possible appropriation par les enquêtés de cette mise à jour des situations de mépris qu'ils ont pu vivre dans une dimension doloriste, c'est-à-dire dans une dimension je subis le mépris sous une forme, etc. Qui se traduit souvent d'ailleurs dans
aussi dans l'emprunt à tout un répertoire des discriminations, parce que finalement, quand on enquête, souvent, en particulier, ça dépend les générations, mais chez les plus jeunes générations, le répertoire des discriminations est davantage convoqué, discrimination de genre, discrimination de race, est davantage convoqué que celui des, je dirais, des inégalités de position sociale. Parce qu'être pauvre, paradoxalement, c'est parfois beaucoup plus honteux que d'être noir ou que d'être arabe. Hein, dans les discours de mes enquêtés, hein, et c'est ce qu'ils me disent, mais après de longs entretiens sur plusieurs années, répétés, exactement comme le fait Nicolas, puisque notre spécificité à chacun de nous, c'est finalement d'être resté toujours en contact avec nos terrains et nos enquêtés sur parfois plus de 20 ans. Et du coup, je trouve que cette question de l'appropriation de la catégorie mépris de classe, parfois comme une discrimination parmi d'autres, eh bien, ça peut aussi être un effet non maîtrisé de notre part. Voilà. En tout cas, voilà. Il y a une deuxième chose aussi, c'est que finalement, articuler, et je reviens là-dessus, la question des discriminations et la question de la structure sociale, c'est quelque chose qui n'est absolument pas nouveau. On n'a absolument pas inventé la poudre. C'est quelque chose que Norbert Elias a largement travaillé dans son expérience personnelle et dans son expérience de sociologue. Je rappelle que Norbert Elias, dans les années 30, est sioniste et marqué par les revendications de la part du mouvement sioniste d'échapper aux menaces de l'oppression des nazis qui sont en train de monter, et les sionistes font reposer leur représentation sur l'appartenance spécifique à être juif. Et là où il fait œuvre de sociologue, Norbert Elias, c'est qu'il va réintégrer cette dimension de ces caractéristiques propres à cette population juive d'Europe centrale, et il ne veut pas y voir un obstacle à leur intégration. Il va montrer qu'au contraire, beaucoup de ces juifs aspirent à devenir des bourgeois et investissent les études, investissent le patriotisme de manière parfois dans une hypercorrection qu'on emprunte à Goffman, là, cette terminologie-là, mais c'est quelque chose qui est extrêmement fort. Et finalement, ce qu'il montre, c'est que l'hostilité de la population allemande envers ces juifs ambitieux et qui souhaitent devenir des bourgeois, elle réside sur le fait qu'ils menacent les positions des bourgeois locaux qui sont dans des situations de fragilité face aux changements économiques en cours. Et donc, cette bourgeoisie de second ordre que sont les juifs, eh bien, c'est ce qui fait cette espèce d'hostilité des bourgeois confirmés par leur appartenance nationale de longue date, et qui va, je dirais, susciter des postures discriminantes sans que les Allemands des années 30 soient des génocidaires en puissance et des lecteurs assidus de Mein Kampf. Et donc, il me semble que c'est ça, il me semble que c'est dans cette logique-là qu'on s'inscrit, dans une logique assez finalement basique du métier de sociologue, c'est de regarder les dimensions strictement relationnelles entre des groupes en compétition, et d'articuler, je dirais, la dimension des discriminations à la dimension de la structure sociale. Bien, c'est une excellente conclusion. Je vous invite, merci encore pour la présentation, c'était passionnant. Merci pour la discussion, pour les questions. Je propose de clore ce webinaire. Navré pour ma connexion, c'est terrible, toujours sur le fil. Et elle sera disponible sur YouTube. On la partagera encore et encore. Et donc, merci encore. Et puis, je vous propose de nous dire au revoir. Et puis, merci. Et donc, l'ouvrage est disponible, évidemment, dans toutes les bonnes librairies et via le site des éditions du Croquant. Alors, il est réédité là, puisqu'il est déjà en rupture de stock, à ce qui paraît. Voilà, donc il faut le commander.
Voilà. Et on en est ravis. On en est ravis. Donc, merci encore et puis à bientôt. Merci. Merci à toutes, merci à tous. Merci à toutes et à tous. Merci, au revoir. Au revoir.